Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre nouveau webinaire et j'espère que vous avancez très très bien dans vos projets d'entreprise et puis dans votre processus de démarrage et que tout ce qu'on apprend jusqu'à présent vous est utile et que vous l'utilisez vraiment comme il faut. Beaucoup de personnes m'ont mentionné que elles ont du mal à accéder au replay. Donc, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous laisser savoir parce que je vois que dans les webinaires précédents, il y avait une petite erreur de programmation qui faisait que les gens avaient du mal à accéder au replay. On a eu le temps de corriger ça, mais si vous avez toujours la difficulté à accéder aux anciens webinaires, faut pas hésiter à nous laisser savoir. Il y a certains que j'ai téléchargés et que j'ai pu installer sur un compte YouTube qui permet à tout le monde de pouvoir aller les voir à tout moment. Alors, si vous avez des difficultés à accéder aux anciens webinaires et que vous voulez les consulter, il faut pas hésiter à nous laisser savoir. Comme d'habitude, le chat est là. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les mettre là et je m'arrêterai de temps en temps pour pouvoir y répondre. Je vois déjà Elodie qui dit oui, elle a toujours la difficulté. OK. Il faudra, je t'enverrai des liens pour que tu puisses accéder aux autres. Et puis, il faut aussi me dire lesquels. Peut-être si tu veux accéder à tout, comme ça, je te donnerai le lien sur le compte YouTube pour que tu puisses aller les voir sans problème. Alors, comme d'habitude, comme je disais, oui, utilisez le chat si vous avez des questions. Je m'arrêterai de temps en temps pour y répondre comme on fait d'habitude. Alors, comme vous savez, j'aime toujours rappeler que le projet est possible grâce au financement de la Fondation Trillium parce qu'il faut bien les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas la possibilité de vous apporter ces webinaires et les autres services gratuitement. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on a ce programme qu'on appelle le programme ESSOR qui nous permet d'offrir de l'accompagnement aux entrepreneurs, de l'accompagnement individualisé ou personnalisé. Depuis la semaine dernière, on a réouvert le bureau. Donc, c'est possible. Cette semaine, j'ai recommencé à rencontrer des entrepreneurs. Donc, si vous avez besoin de venir nous voir, on peut le faire. Sinon, c'est quelque chose qui peut se faire aussi par téléphone, sans problème. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler au 905-366-1017 pour toute question que vous avez. On offre effectivement l'accompagnement sur mesure, comme j'ai dit, mais il y a aussi d'autres services comme le marché qu'on va avoir une fois par mois. Je sais que la situation du Covid est encore là en l'air, mais je pense que ça va permettre qu'on fasse le marché parce que même comme la région de Peel n'est pas rentrée dans le stage 3, mais quand même, la possibilité est toujours que on peut avoir pour un événement comme ça, parce que ça va être le atrium. Le atrium, c'est l'espace qui est, c'est pas extérieur, mais pratiquement, là, c'est le hall au niveau du Living Arts Center. Et puis, les tables peuvent être assez espacées. Et puis, puisqu'on n'a pas 200 personnes ou 100 personnes en même temps, donc, pour l'instant, on est encore programmé pour commencer le marché. Je sais que j'avais dit dans les webinaires passés qu'on commencerait au mois d'août, mais effectivement, à cause du Covid, on a repoussé un peu au mois de septembre. On pense que d'ici là, on va aussi rentrer dans le stage 3. Juste le fait que la dernière fois, Peel n'est pas rentré, n'a pas été autorisé à rentrer dans le stage 3, donc on peut pas le Living Arts Center ne pouvait pas me confirmer la salle, l'utilisation de la salle, parce que tout le monde fait attention. Donc là, on va aller pour le mois de septembre, mais entre-temps, la semaine prochaine, on va faire le lancement de la plateforme en ligne, qui va être aussi une plateforme pareille, qui est commerciale, qui vous permet d'avoir cette présence-là, et puis de pouvoir
présenter vos services, vos produits, votre entreprise et toutes sortes de choses. Alors, je vous encourage chaque fois vraiment à utiliser le programme parce que c'est vraiment pour vous et pour toutes sortes de questions, n'importe quelle question que vous avez. Je dis toujours que si on n'a pas la réponse, on a un bon réseau de partenaires qui ont des réponses que nous, on n'a pas ou bien qui ont des services que nous ne développons pas et qu'on n'a pas besoin de développer parce que eux, ils les ont déjà développés et ils font un excellent travail. Alors, il faut pas hésiter à passer par nous pour toute question que vous pouvez avoir. Sinon, si c'est juste les webinaires dont vous avez besoin, c'est aussi complètement correct. Et ça nous fait plaisir de vous servir de n'importe quelle façon qui peut vous aider. Alors, dans la série des webinaires qu'on a commencé à faire, comme j'avais dit, ces webinaires se concentrent vraiment sur la phase de démarrage, la phase de pré-lancement. De tout ce qu'il y a à faire avant qu'on ouvre ses portes. On a bien sûr regardé le webinaire sur l'idée d'entreprise, on a parlé d'opérer de la maison, on a parlé de plan d'affaires ou plan d'action, on a parlé de quoi d'autre, l'étude de marché. Et comme on continue d'avancer dans tout ce qui est dans le processus, supposons que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, vous avez étudié la faisabilité, vous avez conclu que votre idée d'entreprise est faisable et que vous avez émis des hypothèses. Maintenant, vous avez plus ou moins défini votre entreprise, désigné ce que vous allez faire, à qui vous allez vendre et puis comment vous voulez procéder et que vous commencez maintenant à vous approcher vers le lancement. Donc, on arrive à l'étape de parler de l'enregistrement, l'incorporation, parce que c'est souvent une question primordiale à laquelle les gens doivent faire face. Est-ce que tu t'enregistres ou tu t'incorpores? Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients selon l'un ou l'autre, mais c'est aussi le moment où je voulais qu'on passe un petit peu à travers vraiment la différence entre la province et le fédéral, et puis qu'est-ce qu'il y a dans ce processus d'enregistrement. Parce qu'avant d'incorporer, il y a d'abord l'enregistrement et de pouvoir comprendre c'est quoi toutes les étapes qui sont là-dedans. Mais avant d'arriver au niveau des étapes, avant que tu décides d'incorporer, il y a une décision primordiale, initiale que tu dois d'abord prendre. C'est celle du type d'entreprise que tu vas mettre en place. Quand tu finis ton étude de marché, en fonction de tout ce que tu as trouvé là-dedans, tu arrives à prendre une décision. Ça, c'est juste un petit rappel parce que j'en avais parlé avant qu'il y a 4 types d'entreprises. Généralement, il y a dans ces types-là, il y a des sous-divisions à l'intérieur, mais en général, ça, c'est des 4 types d'entreprises. La première, c'est l'entreprise individuelle. La plupart du temps, c'est ce que les travailleurs autonomes utilisent, c'est ce que les personnes, si tu es seul, c'est ce que ces personnes utilisent. Généralement, ici, dans les 2 premières années, tu n'as même pas besoin de t'enregistrer si tu utilises ton nom personnel. Donc, moi, je m'appelle Rose Cathy Handy. Et puis, donc, si je dis Rose Cathy Handy, mon entreprise s'appelle aussi Rose Cathy Handy ou les entreprises Rose Cathy Handy. J'ai pas besoin de m'enregistrer les 2 premières années et aussi en autant que tu fais moins de 30 000 $, je pense, c'est 30 000 $. Je crois que ça a été augmenté à 35 000, c'était 25 000 avant. Je vais pas vérifier ça pour savoir c'est quoi la nouvelle législation, mais c'est juste, ça veut dire que le taux où tu n'es pas encore obligé de collecter le HST, la taxe sur les services, tant que tu n'as pas encore atteint ce montant-là, tu peux exploiter ton entreprise avec ton nom individuel sans que tu aies l'obligation d'enregistrer tout de suite. Donc, c'est ça qui fait que souvent, des personnes qui sont des travailleurs autonomes, généralement, peuvent commencer à offrir leurs services, à facturer les gens, et les gens vont émettre le chèque à leur nom personnel. Et ils n'ont pas. Et à la fin de l'année, tu fais ta déclaration
d'impôt et tu fais ta déclaration d'impôt personnel et puis tu indiques juste l'activité qui a généré tes revenus. Et ta déclaration d'impôt, puisque de toute façon, c'est ta déclaration d'impôt individuelle qui va compter. Et donc, ça donne souvent cette flexibilité-là pour les personnes qui sont seules et que tu n'as pas de partenaire, tu n'as de compte à rendre à personne, c'est juste un service que tu mets en avant, c'est juste un savoir-faire que tu mets en avant, une expertise que tu es en train de vendre, de pouvoir commencer tes services, lancer tes services et te faire payer à ton nom personnel. Et tu n'as pas besoin de compte d'affaires. Tu peux déposer l'argent sur ton compte personnel. Comme je dis, à condition qu'à la fin de l'année, tu déclares ces montants-là. Euh, et donc, ça, c'est souvent l'entreprise individuelle. De l'autre côté, il y a la société en nom collectif. C'est souvent comme plusieurs personnes décident d'enregistrer une entreprise. Vous êtes plusieurs personnes et vous voulez assumer la même responsabilité sous la même entreprise, mais vous avez juste décidé de travailler ensemble, de collaborer ensemble et pour faciliter peut-être les paiements, que tous les paiements viennent à travers la même entreprise. Et c'est de cette façon que vous allez générer vos revenus. La plupart du temps, comme j'avais expliqué avant, c'est des entreprises familiales ou bien des amis, de très bons amis qui décident de se mettre ensemble et puis d'offrir le même service. Et dans ce cas aussi, c'est souvent que vous allez faire une déclaration d'impôt et chacun avec ce qu'il a perçu comme revenu à l'intérieur de cette entreprise et vous allez faire votre déclaration d'impôt individuelle. Euh, et la troisième catégorie, c'est la société par action. Ici, c'est généralement ce qu'on appelle une entreprise qui est vraiment incorporée. Et là, c'est complètement toute une autre catégorie. Parce que ici, vous décidez de séparer l'individu à l'entreprise. L'entreprise devient une entité séparée qui a sa propre vie, qui a son propre domicile, qui a son propre nom, qui a sa propre identité et qui va fonctionner selon ses propres règles. Et à ce moment-là, la société aussi va assumer la responsabilité de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise. Et maintenant, toi qui es la personne qui met cette société-là en place, tu vas définir précisément quel rôle tu vas jouer là-dedans et quelle est la limite de ta responsabilité à l'intérieur. Est-ce que c'est toi qui assumes toute la responsabilité ou tu te définis un rôle restreint? Et puis, si dans ce cas, donc, qui est l'autre personne qui joue l'autre rôle ou qui sont les autres personnes qui jouent un rôle à l'intérieur et tout ça doit être défini, documenté, enregistré et vraiment sur papier. Et c'est là où on parle généralement des corporations, d'une entreprise incorporée. L'autre, c'est dans la société à responsabilité limitée. À ce moment-là, c'est généralement que tu gères une entreprise, mais il y a d'autres personnes qui jouent un rôle là-dedans, quand bien même tu es propriétaire de ton entreprise. J'avais expliqué que la plupart du temps, c'est par exemple le cas des franchises, où tu achètes une franchise, tu es propriétaire de la branche que tu gères, mais il y a quelqu'un au-dessus de toi qui a quand même un regard, qui a des droits sur ce que tu es en train de faire et qui assume aussi un autre niveau de responsabilité dans ce que tu es en train de faire. Et donc, c'est très important au moment où maintenant tu es en train de lancer. On suppose que tu es, après avoir fait ton étude de marché, après avoir étudié toutes les hypothèses, tu as pris la décision de quel type d'entreprise tu dois mettre en place. Et tu sais pourquoi tu as choisi ce type d'entreprise et quelle incidence tu veux vraiment par rapport à ce choix-là. Alors, indépendamment du type d'entreprise que tu as décidé de mettre en place, aujourd'hui, je voulais qu'on passe à travers le processus d'enregistrement et d'incorporation parce que c'est tout un processus qui a des étapes particulières. On va les voir une après l'autre.
Quand tu décides, donc la première chose, il y a incorporé, il y a enregistré, mais la première chose, c'est enregistrer. Tout le monde doit enregistrer son entreprise à un moment donné. Comme je disais là, même dans une entreprise individuelle, tôt ou tard, il va falloir que tu enregistres. On te donne juste souvent une fenêtre de 2 ans maximum. Mais après, là, il va falloir que tu t'enregistres. Ou si tu commences à générer des revenus dans une entreprise individuelle, si tu génères des revenus au-delà, comme j'ai dit, la 25 ou 35 000, malheureusement, j'ai pas vérifié c'est quoi le montant actuellement. Euh, et si c'est que c'est quelque chose que tu atteins dans peut-être tes 2 premiers mois ou même dès ton premier mois, tu vas avoir l'obligation de t'enregistrer. Parce que, comme j'avais dit, l'enregistrement, c'est là où tu crées maintenant la relation officielle et légale avec le gouvernement. Parce que c'est une activité économique que tu décides et tu sais que ici, là, on vit dans des sociétés où si tu génères des revenus, l'État veut avoir un regard là-dessus, l'État veut avoir peut-être une part là-dessus par les impôts que tu vas devoir payer, mais aussi tu dois répondre peut-être aussi à certaines normes et comment toi-même tu gères. Donc, on doit savoir si tu vas devoir répondre individuellement ou c'est la société et sinon dans quelles conditions. Et toutes ces conditions-là sont définies par l'État. Et donc, il faut que tu rentres dans un cadre spécifique. Et c'est pour cela qu'il faut que tu t'enregistres pour qu'on commence à surveiller maintenant et que le moment venu, au moment où tu fais ta déclaration d'impôt, on sait dans quel cadre on doit analyser tes données à toi. Euh, Quand je dis dans quel cadre on doit analyser tes données à toi, parce que comme vous savez, les taux d'imposition sont différents. La même façon aussi que les responsabilités légales sont différentes, dépendamment de quelles conditions, donc dépendamment du type d'entreprise, dépendamment des services ou des produits, dépendamment s'il y a des permis ou pas, dépendamment aussi surtout des revenus que tu vas générer. Et c'est là qu'il faut que tu ailles créer dans cette relation pour qu'on puisse identifier qu'est-ce qui se passe avec l'argent. L'argent et toi et comment tu génères l'argent, de quelle façon. Il y a aussi dans une extrême mesure, parce qu'on surveille aussi, vous savez, il y a des questions de blanchiment d'argent et tout ça là, donc il va falloir qu'on arrive à avoir un œil sur l'argent que tu génères, l'origine, quelle activité, ainsi de suite. C'est là que c'est important de créer cette relation de la même façon que quelqu'un qui est en train de travailler quelque part, on t'embauche, tu vas devoir donner ton numéro d'assurance sociale et ton employeur va déclarer au gouvernement que il y a une personne que je suis en train de payer, donc il y a une personne qui est en train de recevoir de l'argent à travers moi ici et le gouvernement va avoir un œil là-dessus. De la même façon, si tu génères de l'argent par toi-même, le gouvernement veut avoir un œil là-dessus parce que partout où l'argent circule, le gouvernement doit avoir un œil là-dessus. Alors, dans les étapes il y a plusieurs, on peut les disséquer en grandes étapes, les étapes, des sous-étapes. Mais moi, j'ai mis à peu près 6, 7 étapes à travers lesquelles on va passer. La première étape, c'est bien sûr, il faut que tu choisisses la compétence juridique. C'est souvent très important de se pencher là-dessus et puis de décider. Mais souvent, quand on dit de décider, parfois aussi, il faut voir ton business maintenant. Et puis, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et d'avoir une idée là-dessus, de pouvoir savoir, donc, est-ce que la compétence juridique pour toi, ça va être provincial ou ça va être fédéral? Est-ce que ton business va se limiter juste à un exercice? Là où tu vas exercer, ça va être seulement dans la province où tu es. Puisqu'on est en Ontario, il faut donc que tu te poses la question de savoir si ton business va être uniquement en Ontario et éternellement en Ontario. Ou sinon, tu vas aller au-delà de l'Ontario. Est-ce que tes activités, parce qu'il y a là où tu es installé, mais il y a aussi les activités. Il faut faire la différence entre les deux. Tu peux être installé en Ontario, donc toi-même tu es en Ontario, mais les activités que tu offres sont peut-être au-delà de l'Ontario. Tes clients sont peut-être au-delà de l'Ontario. Et peut-être tes services peuvent aller au-delà de l'Ontario.
Et c'est très important de pouvoir déterminer les deux, qu'est-ce qui se passe dans ton cas. Est-ce que donc tu es installé en Ontario ou non? Parfois, il arrive que quelqu'un à l'extérieur, mais ses services sont offerts pour les gens en Ontario. Mais ou bien toi, tu es installé en Ontario, mais tu offres tes services à l'extérieur. Donc, il faut que tu détermines ça. Si c'est que tu es installé en Ontario, tes activités sont en Ontario. Et aussi, quelque part, ton chiffre d'affaires, est-ce qu'il va dépasser 100 000? Parce que si tu dépasses vraiment pas 100 000, c'est peut-être pas la peine de se casser la tête à regarder tout ce qui est au niveau fédéral. Et puis, tes profits aussi, est-ce qu'ils vont être au-delà de 50 000? Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet aspect-là parce que ça regarde beaucoup plus comme j'ai des questions de fiscalité. Si tu as un profit, parce que l'impôt ici, généralement, est sur le profit aussi. Et donc, comment tu fais ta déclaration d'impôt, comment tu gères ça, c'est quelque chose que tu règles avec ton comptable. Mais parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir 50 000 ou au-delà de 50 000, tu rentres dans une braquette fiscale complètement différente où les taux d'imposition peuvent être très élevés. Et donc, c'est ça qui parfois fait que les gens commencent à voir, ben, OK, comment je vais mieux gérer mon argent, comment je vais gérer mon profit, là. Et donc commence à voir où j'ai des avantages parce que il y a des impôts qui sont au niveau municipal, des impôts qui sont au niveau provincial et il y a des impôts qui sont au niveau fédéral. Parfois, il y a la possibilité, il y a un intérêt à devoir profiter de toutes ces baisses d'impôts, dépendamment donc du niveau de revenu que tu arrives à générer. Alors, c'est des questions que tu dois te poser pour définir la compétence juridique. De la même façon, au niveau fédéral, comme j'ai dit, si tes activités vont se faire au-delà d'une province, donc il faut que tu considères un petit peu, tu considères le fédéral. Est-ce que dans ton entreprise, là, il y a plusieurs partenaires? Il y a plusieurs partenaires avec des incidences fiscales et légales au-delà de ta province. Et dans ce cas, il faut absolument considérer le niveau national, le niveau fédéral, et aussi, comme j'ai dit, dépendamment du chiffre d'affaires, c'est ça qui tu vas décider si c'est mieux pour toi de rester, de t'enregistrer juste au niveau provincial ou d'aller au niveau fédéral. Ah, donc ça, c'est un peu les questions générales, les questions les plus importantes qui te font déterminer s'il faut que tu choisisses la juridiction provinciale et tu ne te casses pas la tête avec la juridiction fédérale. Parce que ce qu'il y a quand même, c'est que quand tu vas au niveau fédéral, tu es quand même aussi sous la juridiction municipale, provinciale et fédérale. Donc, c'est trois juridictions que tu dois surveiller. Et qui dit surveiller trois juridictions, ça veut dire qu'il y a encore plus de lois auxquelles tu dois te conformer, il y a plus de choses auxquelles tu dois te conformer. Donc, si ton cas n'est vraiment pas, si tu es en train de gérer une entreprise locale, tu n'as peut-être pas envie de te soumettre à des lois fédérales où tu dois faire encore plus attention. Alors, c'est souvent très important de devoir déterminer ces choses-là, donc de se poser d'abord cette première question et arriver à y répondre. Donc, une fois que tu as répondu à cette question, c'est là où tu regardes dans le statut juridique. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des types d'entreprises. Il y a certains types d'entreprises où c'est vraiment pas, comme j'ai dit, c'est vraiment peut-être pas nécessaire d'aller se casser la tête au niveau fédéral. Donc, si, par exemple, dans ton entreprise, les responsabilités sont limitées, si tes responsabilités seront limitées au niveau de l'Ontario, donc, tu n'as pas besoin d'aller t'enregistrer ou t'incorporer au niveau fédéral, tu peux carrément rester au niveau provincial. Parce que comme j'ai dit, plus tu vas haut, plus haut tu vas, plus tu t'ajoutes des responsabilités ou des normes à devoir respecter. Donc, pourquoi aller s'ouvrir à plus de risques, à plus de choses à surveiller si on n'en a pas besoin? La plupart du temps, dans les sociétés individuelles, les sociétés en non collectif, les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés à but non lucratif, c'est souvent mieux, comme je dis, si tu n'as rien à voir dans une autre province, si tout ce que tu fais se fait juste au niveau de ta province,
Parfois, ça peut être plus intéressant, plus simple, plus facile de vraiment juste rester au niveau provincial. Mais par contre, si tes responsabilités sont au-delà de ta province et même au-delà du Canada, là, automatiquement, il faut que tu considères le statut juridique fédéral parce que là, ça va te donner une meilleure couverture. Et la plupart du temps, les sociétés par action ont tendance à aller au niveau national parce que la fiscalité, ça te permet de bénéficier de la fiscalité qui est plus élevée. Et la plupart des organismes à but non lucratif, c'est dans leur intérêt de pouvoir être incorporés au niveau national, parce que les sociétés à but non lucratif doivent être incorporées de toute façon. Et donc, c'est aussi quelque chose à considérer, le statut juridique. Mais il n'y a que toi qui peux décider quel est le statut juridique qui te convient le mieux, dépendamment, comme j'ai dit, du type de l'entreprise que tu as choisi et quelles sont les implications à l'intérieur. Donc, quand tu as choisi le domaine, pardon, une fois que tu as choisi la compétence juridique, ensuite, il faut que tu choisisses le statut. La troisième étape, donc, qui est l'étape cruciale, c'est le choix du nom. C'est là que je veux qu'on passe un petit peu plus de temps. Parce que le choix du nom est très capital. À l'intérieur du choix du nom, il y a plusieurs étapes aussi à l'intérieur. Quand tu dois enregistrer un business, la première des choses, c'est de d'assurer plusieurs choses par rapport à ce nom-là, le nom que tu as choisi. Tu dois premièrement vérifier que le nom que tu es en train de choisir reflète bien le produit ou le service que tu veux offrir et qu'il va être assez clair pour les clients potentiels. Parce que parfois, le choix du nom aide au moment où tu vas devoir développer ta politique commerciale, comment tu es en train de présenter tes services. Parce que généralement, quand tu fais la promotion de tes services, tu mets ta publicité là dehors. Mais parfois, en fonction de ce que tu mets dehors, là, les gens peuvent comprendre complètement autre chose que ce que toi, tu es en train de présenter, ce que tu es en train de vendre. D'où l'importance de vraiment prendre la peine de bien définir son entreprise. On a aussi vu les cas où, pour les gens qui exploitent leur propre nom, ben, si tu as un nom qui a une connotation un petit peu bizarre, une connotation un peu spéciale là, qui peut peut-être comment je vais dire ça pour être un petit peu politically correct, qui peut désigner quelque chose soit péjoratif ou quelque chose qui a une différente tendance. Il faut aussi faire très attention en exploitant ton nom propre. Est-ce que ton nom propre, c'est quelque chose qui va être positif pour ton entreprise, oui ou non? D'où l'importance de vraiment prendre la peine de voir le nom qu'on a choisi et de se poser d'abord cette première question. Est-ce que ce nom-ci reflète bien sur le produit ou le service que je suis en train d'offrir et comment les clients potentiels vont pouvoir comprendre le nom? L'autre chose, c'est vraiment, évidemment, l'incidence, c'est de penser à la perception que les gens auront sur votre business à partir de votre nom déjà. Et la troisième chose, c'est de penser à vraiment un nom que les gens pourront retenir et prononcer avec aisance. Parce que croyez-moi, parfois, si les gens ont même du mal à prononcer le nom de votre entreprise, c'est très difficile qu'ils puissent vous référer à d'autres personnes qui puissent en parler de façon positive ou de façon enthousiaste. Et donc, c'est très important de se donner la peine de bien choisir son nom, de passer du temps un petit peu à tester. Et quand vous avez un nom, parfois, il faut aller dans le dictionnaire peut-être des synonymes, voir comprendre est-ce que ce nom-là a d'autres façons, d'autres définitions. Quelle est la définition de ce mot que vous avez choisi pour votre entreprise? Est-ce que
ça a une autre importance dans une autre culture, dans un autre environnement. Et c'est vraiment des choses qu'il faut rechercher. Et aujourd'hui, l'avantage de l'Internet, c'est qu'on a toutes ces ressources-là qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser. Comme j'ai dit, là, le dictionnaire, le Thesaurus est en ligne, ou le dictionnaire des synonymes. Vous pouvez aussi aller voir définition de ce nom-là. L'Internet peut vous donner plusieurs définitions de ce nom-là. Vous pouvez aussi aller tester si dans d'autres langues, si votre nom veut dire quelque chose d'autre dans d'autres langues. Parce que, croyez-le ou non, mon nom, par exemple, mon nom de famille, c'est Handy. Mais dans certaines cultures, ça veut dire piège, dans d'autres cultures, ça veut dire sagesse, dans d'autres cultures, ça veut dire pouvoir, ainsi de suite, toutes sortes de choses. Alors, c'est très important vraiment d'aller vérifier qu'est-ce que ce nom que je veux utiliser pour mon business, est-ce que ça veut dire quelque chose de peut-être négatif, quelque chose de peut-être méchant dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Et ça vaut la peine de se donner cette journée-là, de faire cette recherche, parce que tu es en train de mettre une entreprise en avant et tu es en train de mettre un nom. C'est ton nom d'abord qui va être le reflet de qui tu es. C'est ton nom qui va parler de toi dehors. Donc, tu veux mettre quelque chose de positif, tu veux mettre quelque chose de simple, quelque chose que les gens peuvent non seulement comprendre facilement, ils peuvent s'identifier, mais ils peuvent s'identifier à ça avec enthousiasme. Donc, non seulement eux-mêmes, ils voudront faire affaire avec toi, mais ils voudront aussi, référer d'autres personnes pour faire affaire avec toi. Alors, c'est très important de pouvoir penser à ces aspects-là. D'où l'importance de peut-être prendre un nom qui se démarque un peu ou prendre un nom unique. Les Adidas, les Nike que vous voyez là dehors, ainsi de suite, sont peut-être venus de là. C'est aussi ça qui avait motivé le nom de Connecture. Parce que ça veut rien dire, et puis, mais c'est un nom qui se dit en français, en anglais, mais qui est assez unique et qu'on peut prononcer facilement, ainsi de suite. Donc, c'est très important de devoir prendre la peine de choisir le nom convenablement, un nom que les gens peuvent prononcer facilement, qu'ils peuvent même prononcer d'abord, avant même de savoir qu'ils peuvent le prononcer facilement, et de penser aussi qu'il faudrait que peut-être tout le monde soit capable de le prononcer et de voir la perception que les gens peuvent avoir en entendant ce nom-là. Et l'autre aspect, les deux autres petites choses que je voulais rappeler là, c'est que c'est très important de voir, de vérifier aussi les restrictions dans votre province sur les noms à ne pas utiliser, parce que chaque province définit certaines choses qu'on ne peut pas, parce qu'il y a certains noms. Tu ne peux par exemple appeler ton entreprise hôpital quelque chose si tu n'es pas un hôpital. Tu ne peux pas appeler ton entreprise collège quelque chose si tu n'es pas un collège. Ici en Ontario, par exemple, il y a ce genre de restrictions. Et donc, c'est très important de pouvoir vérifier la législation pour voir quelles sont les restrictions qu'il y a par rapport à certains noms. Et aussi, oui, l'exemple que je venais de prendre, il y a certains noms qui sont exclusifs à certaines marques ou certaines institutions et dont tu ne peux pas utiliser ce nom-là si tu n'es pas en train d'exploiter tes services dans ce sens-là. Et c'est très important de devoir d'en tenir compte de ces aspects. Je vais voir s'il y a des questions. Non. OK, donc on continue. Ben, une fois que tu as alors choisi un nom et tu trouves que le nom il est correct pour toi, la deuxième étape, c'est d'aller vérifier ce nom-là. Ce qu'on appelle vérifier le nom, c'est qu'il faut que tu aies assuré que personne d'autre ne l'utilise pas déjà. Parce que si quelqu'un d'autre l'utilise déjà, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et donc, tu vas devoir vérifier si ce nom-là est disponible.
Et donc, tu as la liberté de pouvoir l'utiliser. Et tu dois vérifier s'il est disponible non seulement au niveau provincial, mais au niveau fédéral, parfois au niveau international dans certains cas. L'idée, c'est vraiment juste de te protéger contre des poursuites pour les droits d'auteur, parce que l'utilisation du nom tombe sous les lois des droits d'auteur, le copyright. Et donc, quand quelqu'un a déjà enregistré le nom, ça veut dire que la personne a déjà bloqué le droit d'utiliser ce nom-là exclusivement. Et donc, quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser ce nom. Si tu utilises ce nom-là, tu peux être poursuivi et payer des droits très, très forts là-dessus. Et donc, pour t'éviter ce casse-tête, c'est là qu'on veut que tu passes le temps à vérifier d'abord, que tu fasses la demande d'aller vérifier si ce nom-là est encore disponible. Et c'est vraiment très important. Parfois, vous pouvez être surpris de trouver que quelqu'un a enregistré une entreprise à votre nom propre. Alors qu'il y a déjà une entreprise qui existe avec votre nom. Euh, et donc, c'est important d'aller le faire. Vous pouvez donc le faire vous-même en ligne. Il y a plusieurs façons. C'est déjà quand vous avez un nom en tête. La première des choses, juste dans Google, là, tapez ce nom-là et puis pour voir s'il y a quelque chose qui va sortir dans la recherche. Ça vous donne déjà une première indication si quelqu'un utilise déjà ce nom-là comme entreprise. Il y a aussi des registres, des registres qui existent partout que vous pouvez aller consulter pour voir si quelqu'un a déjà ce nom-là. Ou vous pouvez aller dans les services gouvernementaux et aller en ligne pour pouvoir en ligne dans les services gouvernementaux. Le ministère des services aux consommateurs, là, quand vous allez là, il y a souvent un ordinateur. Il y a toujours eu des ordinateurs qui sont là et puis vous allez à l'intérieur, vous rentrez le nom et puis ça vous dit si quelqu'un l'utilise déjà, si ça sort. Ça, c'est souvent une façon de rechercher. Vous pouvez aussi retenir les services de spécialistes. Plusieurs spécialistes existent et puis qui ne font que ça, qui font la recherche de noms. Il y en a qui chargent $50 et puis ça va de $50 jusqu'à des montants plus élevés là pour qu'eux ils fassent une recherche de noms un petit peu plus approfondie. Mais vous n'avez pas forcément besoin de passer par des spécialistes. Comme je dis, vous allez des services gouvernementaux là, ils sont assez bien développés, assez bien euh, comment dire, alimentés pour que vous puissiez avoir la réponse. Et l'avantage d'ailleurs des services gouvernementaux, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, c'est que parfois, si vous mettez le nom et que ça vous dit que ce nom-là est déjà utilisé, ils vont vous suggérer des alternances par rapport à ce nom-là, en disant, ben, peut-être que vous pouvez changer ici. Parce que parfois, c'est peut-être juste un les ou au ou de ou un prénom ou quelque chose qui peut juste être modifié et ça devient complètement un autre nom. Et donc, avant de payer quelqu'un pour faire la recherche pour vous, peut-être essayer d'abord les services gouvernementaux. Au niveau fédéral, ils sont assez bons parce que le service est en ligne, donc vous pouvez même vous asseoir chez vous et faire cette recherche directement. Je crois qu'il y a un frais de $20, quelque chose comme ça, pour devoir faire cette recherche. Et puis, ils vont vous donner, vont vous sortir un rapport dans les 10 minutes, 5-10 minutes qui suivent, là, pour vous dire si ce nom-là est déjà utilisé, il est utilisé où, à quel niveau, parce qu'il peut arriver donc, si quelqu'un utilise ce nom-là et qu'il l'utilise par exemple au Manitoba, et que eux, ils avaient enregistré leur entreprise au niveau provincial. Donc, ça ne vous empêche pas, vous, de l'utiliser ici au niveau de l'Ontario. Donc, vous pouvez aussi enregistrer le même nom au niveau de l'Ontario parce qu'ils ont limité leur juridiction au niveau du Manitoba seulement. Et vous aussi, vous êtes dans la juridiction de l'Ontario qui est complètement différente, donc vous pouvez utiliser le même nom. Donc, le rapport va vous dire donc qui utilise le nom, est-ce que la juridiction est provinciale, fédérale, internationale, et donc est-ce que vous pouvez l'utiliser. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, donc, comme je dis pour celui du gouvernement fédéral, il vous donne des alternances, il vous donne peut-être des nuances. Euh,
des nuances là-dedans. Et donc, à la fin, là, ils vont produire ce qu'on appelle un rapport nuance. C'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai jamais su qu'est-ce que ça veut vraiment. Ça s'appelle le nuance sur le nom de son entreprise. Et ce rapport-là, elle va être capital parce que vous ne pouvez pas enregistrer vous n'allez pas être capable d'enregistrer votre entreprise sans ce document parce qu'il faut que vous donniez ce document-là au service d'enregistrement. C'est ça qui prouve que vous avez vérifié, ça a été confirmé. Parce que le gouvernement ne veut pas assumer la responsabilité d'avoir enregistré deux personnes avec le même nom. Donc, la responsabilité est sur vous d'aller prouver que vous avez fait la recherche et avec un rapport. Et on va vous donner, c'est vraiment un rapport qui est écrit et que vous imprimez, qu'on vous remet et que vous allez devoir inclure dans votre formulaire d'enregistrement. Je vois une question qui est quel type d'enregistrement faut-il faire pour une entreprise qui est une plateforme en ligne avec des services en ligne entre le Canada et un pays d'Afrique? Ben, la première des choses, c'est le URL que tu vas enregistrer. Le URL qui est le nom du site, qui est. Habituellement, c'est la première des choses que tu vas devoir enregistrer parce que pour les compagnies en ligne, c'est le URL qui remplace l'enregistrement. Mais si maintenant ton site internet, c'est pas juste un site internet, et qu'il y a aussi toute une entreprise qui couvre le site internet, qui est au-delà de tes services en ligne, et là tu vas devoir enregistrer aussi une entreprise auprès du gouvernement avec le nom, comme par exemple on est la Connecture Canada, le site internet c'est connecturecanada.ca, mais on a l'organisation Connecture Canada qui est incorporée. Et moi, ce que je conseillerais fortement, c'est d'incorporer, parce que si tu as des services en ligne, en même temps tu veux avoir une structure, une entreprise qui gère le site internet, parce qu'il y a une différence entre le site internet et une entreprise. Le site, c'est le site, mais il y a l'entreprise qui offre ses services en ligne. Et dans ce cas, parce que c'est en ligne et que tu as des transactions qui sont au-delà de la province, comme je disais tout à l'heure, j'encouragerais fortement d'incorporer. Parce que là, ça te protège au niveau fédéral et puis au niveau national. Si tu fais des transactions qui sont au-delà même du Canada, parce que c'est pas toujours une question fiscale ou une question financière, il y a aussi une question légale là-dessus. Il y a des moments où tu dois peut-être aller poursuivre un client qui est à l'extérieur du Canada, ou bien un client à l'extérieur du Canada est en train de te poursuivre, ainsi de suite. Et, ou bien tu dois faire le recouvrement qui est à l'extérieur avec quelqu'un qui est à l'extérieur de ta province, à l'extérieur du Canada. Donc, le conseil que je donnerais fortement, c'est de devoir incorporer au-delà de l'enregistrement. Mais au niveau de l'enregistrement, on va voir ça tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Enregistrer, parce là, je suis juste en train de parler encore du nom. Le nom que tu vas devoir rechercher pour t'assurer d'abord que tu peux même prendre ce nom-là et aller enregistrer ton entreprise. On va arriver au niveau de l'enregistrement à proprement parler. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, donc, quand tu vas finir de vérifier le nom, tu vas avoir un rapport. Si tu retiens un spécialiste qui va faire la recherche de nom pour toi, ce que le spécialiste va te donner, c'est ce rapport qu'on appelle le rapport nuance qu'il va te donner, parce que comme j'ai dit, tu vas avoir besoin de ce document-là pour pouvoir aller enregistrer ou incorporer ton entreprise. Si tu le fais toi-même, à travers le service où tu vas le faire, le service gouvernemental, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, ils vont te produire le même rapport. Que c'est ce document-là que tu vas donc devoir utiliser. Donc, c'est très important de devoir obtenir ce document. C'est ça qui démontre la fin de cette étape-là de vérification, de choix de nom et de vérification de nom. Donc, une fois que tu as dans ton nom et que tu as démontré que tu as prouvé que tu as le droit d'utiliser tu peux utiliser ce nom-là. Et c'est là où tu passes maintenant à l'étape d'enregistrer le nom commercial de l'entreprise. Parce que c'est ça qui monte dans l'étape qui est de formaliser un peu l'entreprise sur le plan légal.
donc de créer cette relation-là avec le gouvernement. Et comme j'ai dit, tu es parti d'un point où tu as décidé si tu veux le faire au niveau provincial ou tu veux le faire au niveau fédéral. Ces euh, ces deux instances ici, là, je m'excuse, je vois une question de suivi. Juste ajouter quelque chose, si le système peut te donner un nom. Le système, peut-être il faut me préciser c'est par rapport à quoi le nom, il faut me préciser la question et je vais revenir là-dessus. Ou bien si la question c'est de savoir si c'est le système qui va te produire un nom. Non, le système va juste te donner une alternance, comme je disais, si le nom que tu étais en train de rechercher est déjà pris par quelqu'un. Si quelqu'un d'autre était déjà en train d'utiliser utiliser ce nom-là. C'est là où le système va te dire, bon, le nom que tu voulais utiliser est déjà pris par quelqu'un d'autre. Mais en contrepartie, peut-être, voilà une alternance de noms que tu peux peut-être considérer. Comme je dis, au niveau fédéral, le système le fait souvent. Je ne sais pas au niveau, parce que je suis pas allée depuis longtemps, parce qu'au niveau provincial, souvent, il fallait aller à l'adresse de University, au ministère des services aux consommateurs. Il y a souvent des ordinateurs, là, tu t'assieds, et puis tu regardes. Si ce nom-là est pris, tu cherches une alternance ou une variante de ce nom-là, et puis tu essayes de voir si celui-là est disponible jusqu'à ce que tu trouves ce qui est disponible. Mais oui, la plupart du temps, ça va te donner des alternances par rapport à ce nom-là. Quel exemple je peux prendre? Peut-être que tu veux appeler ta compagnie. Euh, c'est quoi le nom même que je peux compagnie, le marketing, par exemple, marketing handy, par exemple, service marketing handy. Et puis, je rentre ce nom-là. Ils vont peut-être me dire qu'il y a déjà quelqu'un qui utilise ce nom, service marketing handy, ou bien handy marketing services. Et puis, ils vont me dire, ils peuvent me donner une nuance en disant, peut-être que si tu mets service marketing handy de l'Ontario ou quelque chose comme ça, ça donne complètement un nom complètement différent. Parce que là, tu as donné encore une précision qui est différente de ce que l'autre personne était en train d'utiliser. Donc, c'est souvent ça. Mais généralement, c'est pas le système qui va te proposer un nom. Il faut que c'est toi qui penses à un nom au départ. Ils peuvent juste te donner des alternatives au cas où quelqu'un utilise déjà ce nom-là. Alors, donc, l'étape 4, donc, si tu as pensé à un nom et que tu as vérifié qu'il est utilisable, il est disponible et que tu peux l'utiliser, c'est là où tu rentres maintenant à l'étape d'enregistrer ce nom-là. Si tu dois le faire au niveau provincial, le processus est pas mal simple, en fait. C'est qu'il va y avoir un formulaire que tu vas devoir remplir. Dépendamment donc du type d'entreprise que tu dois enregistrer, il faut que tu prennes le formulaire approprié. Pardon. Si c'est une entreprise individuelle, généralement, c'est un formulaire simple. Si c'est une société en non collectif, là, il y a aussi, c'est un formulaire différent parce qu'il faut bien que chaque personne qui est impliquée là-dedans rentre son information, ainsi de suite. Donc, dépendamment du type d'entreprise, il y a un formulaire approprié. Il faut s'assurer de remplir le bon formulaire. Donc, si vous allez il y a 2 places où vous pouvez aller pour trouver les formulaires qu'il faut. Vous pouvez aller en ligne au niveau provincial, le site, c'est vous allez au service, soit vous allez au service Ontario, et puis vous tapez enregistrer mon entreprise, ou vous allez ontario.ca.fr.page, service, ça va vous emmener directement là. Mais si vous allez ontario.ca, vous cliquez service aux entreprises, ça va vous amener là et vous cherchez le formulaire.
pour télécharger le bon formulaire. Si vous ne pouvez pas aller sur place, mais l'endroit sur place, c'est le ministère des Services aux consommateurs. Ici, dans le GTA, c'est le 393 University Avenue. Avenue Université, vous pouvez aller là et puis avoir les formulaires qu'il faut, les remplir, faire la recherche de noms sur place. Parce que la recherche de noms, on a besoin de, ça ne prend pas des jours et des jours, ça prend 5-10 minutes. Vous pouvez faire ça. Mais si vous retenez les services de quelqu'un, bon là, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 jours le temps qu'il vous revienne. Mais comme j'ai dit, vous pouvez aller le faire vous-même. Vous pouvez faire l'enregistrement en personne. Vous pouvez faire en ligne ou vous pouvez faire par courrier, par la poste. Donc, vous prenez le formulaire. Si vous ne pouvez pas aller en personne, vous téléchargez le formulaire, vous le remplissez et puis vous l'envoyez par la poste. Si c'est en ligne, vous pouvez aller le faire en ligne. Et puis, comment dire, en personne, faut que vous vous rendiez à cette adresse qui est 393 University Avenue. Mais l'enregistrement du nom commercial, généralement, il se fait au niveau provincial. Parce que c'est au niveau provincial qu'il faut d'abord que tu enregistres le nom. La raison étant simple, c'est par rapport à là où tu résides. Et c'est là où il faut que tu aies immatriculé d'abord ton entreprise. Et au niveau fédéral, c'est seulement dans un cadre d'une société par action que là, vous devez faire une démarche au niveau fédéral. Ou c'est comme j'ai dit, une société à but non lucratif, ou au moment où si vous êtes en train d'incorporer votre entreprise en même temps que vous l'enregistrez, parce que parfois au moment de l'incorporation, certaines personnes incorporent immédiatement directement. Parce que parfois, quelqu'un peut commencer à exploiter son entreprise individuelle ou société en nom collectif, et puis c'est plus tard qu'ils décident de passer à l'étape d'incorporation. Mais il y a certaines personnes qui vont directement à l'enregistrement et l'incorporation, et c'est à ce moment-là que tu fais tout au niveau fédéral. Mais l'enregistrement du nom, lui, partout, ça se fait d'abord au niveau provincial. C'est là qu'il va falloir que tu enregistres d'abord ton nom. Et donc, ici, au niveau de l'Ontario, c'est le ministère des Services aux consommateurs à qui il faut s'adresser pour enregistrer le nom commercial de l'entreprise. Et les frais, il y a bien sûr l'autre étape quand tu vas devoir, parce que tu vas aller là, si tu vas par exemple individuellement, tu vas remplir le formulaire, tu vas d'abord faire la recherche de nom, comme j'ai dit, tu vas obtenir le rapport nuance, ensuite tu vas remplir le formulaire adéquat, et maintenant tu vas passer à l'autre guichet, à l'autre guichet là où maintenant tu vas leur donner le document. Ils vont le passer à travers, vérifier l'information qui est là-dedans. Tu vas devoir donner aussi d'autres documents qui vont te demander. Ils vont par exemple te demander une pièce d'identité, ainsi de suite. Et puis après, il faut que tu payes les frais qui sont rattachés à enregistrer un nom commercial de l'entreprise. Pour ce qui est du provincial, le coût est 60 $ si vous devez le faire en ligne, 80 $ si vous le faites en personne. Et le lieu, comme j'ai dit, c'est au ministère. Et quand vous finissez toute cette étape-là, ce qu'ils vont vous remettre, c'est le numéro d'identification de l'entreprise. Et c'est très important parce que c'est ça qui montre que votre entreprise est enregistrée en Ontario. Au niveau fédéral, ils vont vous donner le numéro de l'entreprise. Et au niveau fédéral aussi, comme je dis, ils vont devoir vous donner un compte qui est répertorié à Revenu Canada parce que c'est deux endroits différents. Une fois que vous finissez au niveau de services des corporations, au niveau fédéral, il faut que vous ayez aussi un compte auprès de Revenu Canada pour que ils commencent à avoir un œil sur vous. Et le coût au niveau fédéral, c'est 200 $ en ligne et 250 $ par courrier. Parce que comme j'ai dit, au niveau fédéral, c'est complètement tout un autre, parce que là, c'est une société par action, donc il y a plein de choses à mettre, à considérer, à mettre là-dedans. Je m'excuse là pour les choix de couleurs qui font que l'adresse Internet là ne se voit pas parce que c'est un jaune. Mais sinon, vous devez juste aller corporationcanada.gc.ca, c'est le site
au niveau fédéral qui gère tous les services pour les entreprises. Alors, une fois que vous avez payé les frais et que vous avez obtenu les documents, comme je dis, le numéro d'identification de l'entreprise, au niveau de l'Ontario, ça prend 5 minutes. Ça, le numéro d'identification de l'entreprise, ça y est. You're in business, comme on dit. T'es déjà officialisé là au niveau du gouvernement que tu es en affaires. Au niveau fédéral, ils vont, je crois, dans les 48 heures qui suivent, ils vont t'envoyer ton numéro d'incorporation. Et ça y est, donc officiellement, tu es en entreprise. L'autre étape que j'ai voulu définir, c'est vraiment l'étape d'incorporation, parce que la première étape, là, c'était l'étape d'enregistrement du business. Mais si tu décides d'incorporer maintenant, il y a deux façons d'incorporer aussi au niveau provincial et au niveau fédéral. D'abord, au niveau provincial, il y a plusieurs choses à devoir faire. Il y a aussi des étapes de la même façon qu'au niveau fédéral. Au niveau provincial, la première des choses quand tu dois incorporer, parce que comme le moment où on a besoin d'incorporer, c'est quand on est en train de mettre une société par action. Parce que là, il faut définir plusieurs choses à l'intérieur, les rôles des gens, même si tu es seul et que tu veux incorporer ton entreprise, il va falloir établir les actes constitutifs. Les actes constitutifs, c'est ça qui définit vraiment la nature, la forme, l'identité, tout ce qui regarde cette entreprise séparée que tu es en train de mettre en place. Donc, il faudrait que tu expliques le lieu, le fonctionnement, les implications des personnes qui sont dedans, le droit de vote à l'intérieur, le droit de vote dans le pouvoir décisionnel à l'intérieur. S'il y a plus d'une personne, mais même s'il n'y a que toi, il faut définir que oui, actuellement, là, à l'heure où je suis en train de le faire, et jusqu'à nouvel ordre, ça va juste être moi à 100% qui prend les décisions, ainsi de suite. Mais il peut arriver qu'au fil des temps, ça change. Il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu. Donc, il faut que tu ailles modifier et que tu redéfinisses. Donc, il faut que tu passes d'abord le temps à établir les statuts constitutifs de l'entreprise. Ensuite, de la même façon, il faut que tu obtiennes le rapport nuance dans la langue parce que maintenant, quand tu arrives au niveau de l'incorporation, parce que comme j'ai dit, tu es en train de créer une entité qui est séparée de toi. Donc, il faut que cette entité-là aussi ait son identité. Et on exige au niveau de l'Ontario, surtout parce que vous êtes francophone, si c'est que le nom de l'entreprise va être en français, il faut que tu fasses la même recherche de nom pour t'assurer qu'il n'y a personne qui utilise ce nom-là en français et la même recherche en anglais. Donc, c'est deux recherches séparées que tu vas devoir faire. Et il va falloir présenter les deux rapports nuances. Que voilà au niveau francophone l'utilisation de nom en français et voilà au niveau de l'utilisation de nom en anglais. Donc, si ton nom s'appelle la même chose et qu'il n'y a pas de différence de prononciation en français et en anglais, donc il n'y a pas de problème, tu fais juste une recherche. Mais si ton nom, tu fais une différence de prononciation, en anglais, ça a un nom et en français, ça a un nom. Il faut que tu fasses deux recherches séparées et avoir ces deux rapports. Et en Ontario aussi, ton nom, que tu le veux, non, va devoir avoir, parce que tu incorpores, va devoir avoir à côté la dénomination limited ou limité en français, ou abrévié, qui est LTD, ou abrévié en français, qui est souvent LTEE, je crois. Et donc, c'est très important de devoir l'avoir. Il faut que tu aies une lettre d'accompagnement de la personne ressource. Donc, si c'est ton comptable, par exemple, qui est en train d'enregistrer pour toi, c'est ton comptable qui va mettre la lettre pour assumer la responsabilité, qui va signer, assumer la responsabilité que c'est lui qui est en train de faire l'incorporation. La raison, c'est juste que s'il y a une erreur, une modification, c'est la personne qui va assumer la responsabilité. Parfois aussi, quand les partenaires viennent et puis dire que ben nous on n'a pas donné l'autorisation à cette personne, comme ça au niveau du gouvernement, eux ils ont des traces de qui a fait l'incorporation et que la personne dit dans la lettre que la personne avait le droit de faire l'incorporation.
Et aussi, tu vas devoir ajouter là tout autre document pertinent parce que, comme je dis, les cas sont différents et chaque personne, dépendamment de ta situation, il y a peut-être d'autres documents qui sont importants et qu'il va falloir ajouter là-dessus. Si peut-être tu as des partenaires, il y a des investisseurs et puis il y avait d'autres documents, des affidavits que vous avez développés, vous avez écrit et tout ça, ça doit faire des parties des statuts constitutifs plus les annexes parce que dépendamment de la complexité de l'entreprise que tu es en train de mettre en place, parfois il y a d'autres documents qui rentrent en jeu qu'il faut mettre là, qu'il va falloir soumettre au gouvernement pour que ça compte au niveau de l'incorporation. Et les frais donc, au niveau de l'Ontario, c'est 360 dollars si tu vas en personne. Et si tu vas en ligne, c'est 300 dollars. Il faut savoir qu'au niveau de l'Ontario, ils ont 3 sous-traitants auprès desquels tu peux aussi faire ton incorporation et ça va compter pareil. Il y a Ontario Corp qui est OnCorp Direct Inc. Tu peux faire ton incorporation là. Cyberban et puis ESC Corporate Services Inc. Et si tu le fais en ligne, les frais sont juste de 300 dollars. Et ça, c'est la procédure au niveau provincial si tu veux incorporer ton entreprise au niveau provincial. Souvenez-vous, comme j'ai dit plus haut, qui était au moment où tu es en train de définir la juridiction de ton entreprise, c'est ça qui va aussi t'amener à vouloir incorporer au niveau provincial et tu as complètement le droit d'incorporer seulement au niveau provincial. Si tu dois maintenant incorporer au niveau fédéral, ça va être pratiquement le même processus. Ce qui change, c'est vraiment juste l'endroit et puis les frais. Tu vas devoir établir les statuts constitutifs pareils, obtenir le rapport nuance pareil qu'il va falloir que tu annexes là à ton document. Mais là-bas, la dénomination, c'est Inc. ou Incorporated ou Incorporé. Et puis Inc, c'est souvent en français ou en anglais, c'est Inc. Mais Incorporated en anglais ou Incorporé en français. La même chose, la lettre d'accompagnement, la personne ressource qui assume, parce que parfois, beaucoup de gens pour incorporer, ils vont chercher les services d'un comptable ou d'un avocat pour pouvoir établir les statuts constitutifs parce que c'est très délicat de devoir les créer. Mais si tu es seul, vraiment, et que c'est clair pour toi ce que tu es en train de faire, il n'y a personne d'autre qui prend les décisions, mais tu veux juste avoir cette protection-là, d'avoir ton entreprise incorporée et que tu as assez de connaissances de comment on rédige ces choses-là. Tu peux vraiment t'asseoir et établir ton mandat, tu définis ton fonctionnement. De toute façon, le formulaire du gouvernement est souvent assez clair. Tu peux juste prendre la peine de le remplir toi-même et répondre. Ça, parfois, les réponses qu'il y a à mettre là n'ont pas besoin d'être des pages et des pages. Parfois, ça peut être 2 lignes hein, si tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu as à dire. Parce que de toute façon, l'acte constitutif n'est pas souvent un acte qui est figé. Ça se modifie à tout moment. Tu peux le modifier à tout moment. Ça peut être que 3 mois ou 4 mois plus tard, la situation a changé. Tu peux aller ajouter des choses et tu peux aller ajouter des choses. Tu peux aller retirer des choses, modifier. Et donc, si au début, tu es prêt et puis tu sais ce que tu es en train de faire et tu comprends ce que tu veux exactement faire et comment tu veux définir ton entreprise indépendamment de toi, tu remplis ce formulaire, tu payes juste les 200 dollars. Ça va te réduire les frais d'aller chercher un avocat ou d'aller chercher un comptable parce que là, généralement, les frais commencent à augmenter. Et je crois que c'est pas moins de 500 dollars ou parfois 1000 dollars et ça augmente en fonction de la complexité de ton entreprise et de combien de documents il faut collecter, il faut mettre là-dedans ou il faut définir. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des affidavits à devoir établir à l'avance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu es capable de le faire seul, moi, je dis pourquoi pas, fais-le, ça te réduit des coûts et comme ça, tu avances un petit peu plus vite. Et là-bas, le site où il faut aller, c'est corporationcanada.gc.ca. Donc, Corporation Canada, mais je crois qu'il y a un S
Je suis sûre qu'il y a un S corporation au pluriel canada.gc.ca. Si vous l'essayez et que ça marche pas dans celle, est-ce qu'il faut enlever? Mais je pense que c'est ça. Et à l'intérieur, là, vous allez avoir l'information et vous allez aussi avoir le lien immédiatement qui vous permet d'aller faire votre incorporation en ligne. C'est pas mal ça la démarche qu'il y a pour pouvoir enregistrer ou incorporer son entreprise. Maintenant, la vraie question qui se pose souvent, c'est de savoir c'est quoi réellement les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre. Parce que comme j'ai dit, cet exercice-ci qui est d'enregistrer ou d'incorporer son entreprise, ce que ça veut dire, c'est juste que tu es en train d'établir une relation maintenant avec le gouvernement, tu es en train de légaliser ta structure, tu es en train de légaliser ton entreprise. Et maintenant, commencer à te mettre sous le respect de certaines normes, les normes fiscales, les normes légales, les normes financières et certaines normes opérationnelles. Parce que le type d'entreprise et puis où tu gères ton entreprise, comment tu l'as enregistré, tout ça, ça a une incidence sur comment tu vas opérer, ça veut dire comment tu vas tenir tes livres, comment tu vas préparer tes rapports, comment donc, qui peut te poursuivre, ne peut pas te poursuivre, qui toi tu peux poursuivre, dans quelles conditions, et puis aussi comment tu fais tes déclarations d'impôts et à quel crédit d'impôt tu as droit. Et s'il y a des financements pour des entreprises, est-ce que tu peux te qualifier, peux pas te qualifier? C'est tous ces avantages et des inconvénients, toutes ces choses-là qu'il y a derrière et qu'il faut souvent dénouer et il faut savoir peut-être à l'avance avant de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Il y peut avoir plusieurs avantages qui viennent dépendamment de l'entreprise particulière de chaque personne. Mais en règle générale, les avantages qu'il y a à incorporer ou à enregistrer sont un peu ceux que j'ai résumés là. Au niveau de l'enregistrement, quand vous avez vu, c'est bien sûr moins coûteux. Parce que pour enregistrer pour 60 $, tu enregistres versus 360 $ pour incorporer. Ou 60 $, tu enregistres versus 200 $ au niveau fédéral pour incorporer. Donc, il y a déjà un avantage à enregistrer au lieu d'incorporer si on ne regarde que le coût au départ. Et je sais que ça détermine souvent pourquoi certaines personnes au début décident d'abord de commencer par juste enregistrer, exploiter une entreprise individuelle. Et puis, au fur et à mesure qu'ils avancent, c'est là où ils vont peut-être plus tard incorporer parce que plus ils vont attendre d'avoir un petit peu plus d'argent pour aller à l'autre étape. Et d'autres personnes, généralement, pour ne pas devoir faire ça 2 fois et puis ils ont de l'argent, préfèrent incorporer immédiatement, payer ce qu'il y a à payer et passer à autre chose. Mais au moins, c'est important de savoir à l'avance, selon votre situation, parce qu'au début, quand on commence, si on n'a pas beaucoup de financement, chaque sou qu'on a compte. Et puis, il faut bien voir où on est en train de mettre son argent. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Est-ce que c'est avantageux pour toi maintenant de payer juste les 60 $ et puis de commencer par là et attendre plus tard au lieu de mettre 200 $, alors que le 140 $ de différence, tu pouvais l'utiliser pour autre chose, ainsi de suite. C'est très important de pouvoir prendre cette décision-là. L'autre avantage important, c'est pour l'enregistrement, c'est que ça limite l'intrusion gouvernementale. Parce que à la fin de l'année, tout ce que tu as à faire, c'est juste ta déclaration d'impôt. Tu n'as pas des rapports, tu n'as pas des rapports à faire parce que quand tu es incorporé, il y a des rapports que tu dois faire à la fin de l'année. Dépendamment il y a des rapports annuels en fonction de la complexité de ton entreprise. S'il y a des actionnaires, il y a de CITSA et le nombre d'actionnaires, le nombre de partenaires, ainsi de suite. Il faut qu'à la fin de chaque année, tu produises un rapport pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment beaucoup de casse-tête administratif et beaucoup de travail qui est au-delà de gérer déjà ton entreprise. Et au niveau de quand c'est une entreprise qui est juste enregistrée, à la fin de l'année, tout ce que tu as fait, c'est juste faire
Ta déclaration d'impôt, c'est tout. T'as pas de rapport annuel à publier là. Il y a aussi un avantage au niveau de la flexibilité décisionnelle. Parce que, comme j'ai dit, la plupart du temps, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, donc tu n'as pas à te conformer à ce que quelqu'un d'autre pense. Euh, est-ce qu'ils ont le droit de décision sur tes actions, ainsi de suite. Donc, les gens choisissent juste de s'enregistrer. L'incorporation de ce côté la protège du fait que vous allez devoir définir à l'avance le pouvoir décisionnel. Il se passe comment, qui a plus de droits que qui à l'intérieur de l'entreprise pour décider qu'est-ce qui se passe. Mais avec l'enregistrement, tu n'as pas de casser la tête avec ça là. L'enregistrement fait aussi que dès que tu as fini, tu te lances. L'incorporation, parfois, même quand tu as fini, maintenant, il faut que tu viennes t'asseoir et que tu établisses un autre plan de le fonctionnement, comment vous allez fonctionner à l'interne après que vous avez fini d'incorporer. Ainsi, tu peux avoir d'autres étapes. Et puis, parfois aussi, il y a des conseils d'administration à devoir tenir. Les gens doivent se rencontrer pour décider. Il y a des assemblées générales, des actionnaires qu'il faut tenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un enregistrement, tu n'as pas à faire tout ça là. L'autre avantage vraiment le plus important, c'est au niveau des dépenses personnelles. Les dépenses personnelles maintenant sont intégrées aussi dans le business parce que tu es la compagnie et la compagnie est toi. Donc, tu peux décider que par rapport à, tu vas faire la déclaration d'impôt au niveau personnel. Donc, c'est toi-même en tant qu'individu qui va juste faire ta déclaration d'impôt. Et puis, il y a souvent une case là où c'est là où tu vas dire que les revenus, les revenus sont générés par une entreprise que tu as. Donc, tu n'as pas forcément besoin de faire les deux déclarations d'impôt, ce que l'incorporation doit faire. Ou tu peux décider maintenant qu'au moment de la déclaration d'impôt, c'est pas toi individuellement qui va faire, mais tu vas faire ta déclaration d'impôt sur l'entreprise. Et ça fait que les revenus sont déclarés plus du côté de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, c'est très important de pouvoir savoir ces avantages-là, où tes dépenses personnelles deviennent intégrées aussi avec les dépenses du business. Au niveau de l'incorporation, les avantages, la plupart du temps, c'est qu'effectivement, la responsabilité individuelle est limitée. Comme j'avais expliqué avant, ici, la responsabilité individuelle est limitée parce que tu crées une personne à part et tu décides vraiment de séparer l'entreprise de toi. Ce que l'entreprise est en train de faire, c'est l'entreprise qui assume la responsabilité. Et la responsabilité ne va venir sur toi qu'au moment où l'entreprise n'est plus capable d'assumer la responsabilité et on commence à regarder maintenant qui est responsable de cette entreprise. Et c'est pas souvent dans tous les cas où on peut venir t'imputer ces responsabilités. Parce qu'il y a vraiment des choses où si l'entreprise fait faillite et on ne peut pas, c'est l'entreprise qui n'a pas été capable de gérer ou bien les circonstances ont fait que l'entreprise doit fermer. Et l'entreprise a fermé. Et on ne peut pas forcément venir saisir tes biens parce que l'entreprise avait des dettes. Et les dettes que, par exemple, toi, tu n'as pas garanti personnellement. Donc, si c'est une dette que l'entreprise a contractée et tu ne l'as pas garantie personnellement, et que c'est l'entreprise qui a garanti la dette, il y a certaines dettes, par exemple, tu vas prendre une dette et puis on regarde que l'entreprise a peut-être beaucoup d'équipements et puis c'est l'équipement qui va être le collatéral pour qu'on te donne ce prêt-là. Et puis 2 mois après, tu ne peux plus fonctionner, l'entreprise meurt. Toi-même, personnellement, tu n'as pas garanti la dette, donc on ne peut pas venir avec toi. Eux aussi, ils payent juste le prix que l'entreprise n'a plus été capable de fonctionner. Donc, ça te permet de pouvoir, toi individuellement, d'être un petit peu sauvé de ça. Et c'est la raison pour laquelle parfois les gens choisissent l'incorporation parce que ça va permettre de limiter ton implication individuelle par rapport à ce que l'entreprise est en train de faire. Quand bien c'est toi qui es en train de gérer, mais on compte
que c'est l'entreprise elle-même qui est en train de poser ses actions. L'autre côté, qui est au niveau du taux d'imposition qui est moins élevé. Parce que, comme vous savez, la taxe qui baisse toujours plus, c'est la taxe des corporations. Donc, on n'impose pas les individus de la même façon qu'on impose les corporations. Parfois, les individus payent plus de taxes que les entreprises payent des taxes. Alors, quand tu crées une entreprise séparée de toi, ça fait que l'entreprise va devoir payer moins d'impôts que si toi, tu devais payer ces impôts-là. Si l'entreprise n'était qu'enregistrée, le taux d'imposition est généralement le taux qui s'applique à toi, l'individu. Et c'est ça que l'entreprise paye aussi ce prix-là. Alors qu'ici, l'entreprise va devoir payer son taux et qui peut être très bas. Mais c'est parce que aussi la façon dont on comptabilise les dépenses de l'entreprise et que chaque dépense est comptabilisée à 100% dans l'entreprise, ça permet de pouvoir faire baisser les impôts au niveau de l'entreprise. Les dépenses, par exemple, qui sont considérées au niveau de l'entreprise, c'est par exemple que l'entreprise peut générer un revenu de 100 000 $. Et que dans les 100 000 $, les dépenses directes de l'entreprise étaient peut-être 25 000 et le reste des dépenses, il restait 75 000. L'entreprise peut décider de te payer toi comme un salaire. Mais l'entreprise ne va pas payer les impôts là-dessus parce que c'est considéré comme une dépense. Ce salaire qui est payé à toi-même est considéré comme une dépense pour l'entreprise. Donc, la raison pour laquelle parfois les gens vont aller incorporer parce que ça permet que pour l'entreprise, là, tu ne vas pas avoir des impôts, mais c'est toi peut-être individuellement maintenant. Quand tu vas faire tes déclarations d'impôts individuels, tu vas déclarer que tu es employé par cette entreprise-là et que tu as un salaire de 75 000. Et là, ça va voir l'autre côté qui est l'impôt des personnes, là, des individus. Et là, c'est complètement toute une autre histoire, dépendamment aussi de ta situation individuelle. Donc, ça peut te permettre de pouvoir bénéficier de fiscalement sur ces 75 000 qui restaient au niveau de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est là que parfois les gens choisissent ça. L'avantage aussi, c'est que l'incorporation, quand c'est une entreprise incorporée, elle peut être transférée facilement. Ça veut dire que, par exemple, tu étais là, c'est toi qui étais le seul actionnaire et peut-être tu meurs. Je ne souhaite pas, mais dans ces cas-là, tu meurs ou bien tu as un accident ou tu as une maladie et qui fait que tu ne peux pas opérer. Tu peux transférer l'entreprise facilement à quelqu'un d'autre. Tout ce que tu vas juste aller, c'est modifier en termes de personnes qui est là-dedans, qui va devoir intervenir. Ce qui ne se fait pas automatiquement, parce qu'au niveau de l'enregistrement, si c'est une entreprise qui était simplement enregistrée, dans ce cas-là, cet enregistrement la tombe. Si quelque chose t'arrive, toi, qui avait enregistré un business et puis il n'y a rien à faire là, l'entreprise tombe avec, l'entreprise meurt avec toi, l'entreprise devient inactive parce qu'il n'y avait que toi qui était à l'intérieur. Et comme je dis souvent, quand c'est enregistré, tu te substitues à l'entreprise se substitue à toi. Alors que quand c'est incorporé, l'entité est protégée. Si t'arrive quelque chose par une simple lettre, une simple modification, l'entreprise peut continuer à fonctionner sous maintenant la direction de quelqu'un d'autre. Et donc, ça donne aussi cet avantage-là, et qui veut aussi dire que la survie de l'entreprise peut être assurée, peu importe ce qui arrive au propriétaire. Et l'autre avantage majeur, c'est vraiment que quand c'est incorporé, c'est plus facile d'obtenir du financement. Parce que là, on n'est pas en train de juger l'entreprise sur la performance de la personne qui est à l'intérieur. On juge l'entreprise sur la performance de l'entreprise elle-même et sur ce qui est défini à l'intérieur de l'entreprise. Et parfois aussi, les prêteurs et les gens qui donnent du financement voient aussi qu'ils peuvent se protéger plus facilement quand ils ont affaire à une entité à part que d'avoir affaire à un individu. Parce qu'un individu, comme j'ai dit, tout peut arriver avec un individu, alors que l'entreprise peut continuer à fonctionner, peu importe ce qui arrive à l'individu. Donc, pour eux, ils sont peut-être protégés. Si même que l'individu meurt,
L'entreprise peut toujours être l'avoir des biens parce il y a souvent des entreprises qui ont peut-être un chiffre d'affaires de 500 000 et puis quelqu'un meurt. Les gens qui prêtent se disent que ben, même si tu meurs là, on va regarder que l'entreprise a 500 000 et comment je peux toujours aller avoir mon argent. Donc, ça les met un petit peu plus en sécurité de faire affaire avec une entreprise incorporée que de faire affaire avec une entreprise simplement enregistrée parce que dans une entreprise enregistrée, tout est identifié par rapport à la personne qui a l'entreprise. Ayant donc parlé des avantages, bien sûr, je pense que j'étais aussi en train d'énumérer au fil des temps les inconvénients qu'il y a. Ce qui a comme avantage dans un est inconvénient pour l'autre et vice-versa. Donc, comme je disais, pour l'enregistrement, le risque est élevé au niveau des responsabilités financières. Ça veut dire que si l'entreprise a contracté un prêt, toi, personnellement, tu garantis le prêt. Donc, on va regarder. Ça veut aussi dire que si, par exemple, ton record de crédit n'est pas bon, ça va être difficile pour toi de pouvoir avoir un prêt parce que pour qu'on prête à l'entreprise, on va regarder l'individu. Et ce qui se passe avec toi, c'est ça qui se passe avec l'entreprise. Donc, ça crée souvent ce genre de difficultés pour les entreprises qui sont uniquement enregistrées et pour obtenir le financement. Et puis aussi, s'il y a un pépin avec l'entreprise, qui est, par exemple, l'entreprise ne marche plus bien et qu'il y a des dettes que l'entreprise avait contractées, ils peuvent venir te saisir tes biens parce que c'est toi qui as garanti le prêt, c'est toi qui étais l'entreprise. Ils peuvent te mettre en prison, toi, par rapport à ce qui se passe. Donc, au niveau de l'incorporation, incidemment, comme je disais, il y a souvent un risque de double imposition. L'exemple que j'ai pris, qui est l'entreprise a fait 100 000 $ et puis les dépenses de l'entreprise directe étaient 25 000, donc il reste 75 000 qui n'a pas été dépensé. Et puis ce 75 000 là, tu décides de le transformer en un salaire pour toi-même. Oui, au niveau de l'entreprise, peut-être il n'y aura pas d'impôt à payer parce que tu as eu 100 000, tu as dépensé 100 000. Donc, tu n'as pas d'impôt à payer. Mais au niveau individuel, on va regarder maintenant que tu vas devoir faire ta déclaration d'impôt individuel. Donc, chaque année, tu fais la déclaration d'impôt de l'entreprise et tu fais aussi ta déclaration d'impôt personnel. Et là, au niveau personnel, on va voir que tu as eu 75 000 $ de revenus. Donc, dépendamment aussi du taux d'impôt qu'il y a pour les personnes, si la braquette, les gens de 75 000 $ de revenus tombent sur une braquette de forte imposition, là, ben, tu vas devoir payer des impôts personnellement, là, à un niveau un petit peu plus élevé. Ou alors, dépendamment de quel comptable tu as et comment le comptable travaille avec toi pour voir comment tu peux faire des investissements là-dessus et puis comment tu peux peut-être arranger tes dépenses. Donc, il peut avoir cet inconvénient-là quand tu as incorporé, c'est que chaque année, tu dois faire 2 déclarations d'impôts. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a une lourdeur administrative quand même au niveau de l'incorporation parce que tu dois produire des rapports annuels tout le temps parce que l'État veut toujours que chaque année tu rendes compte de où on est. Est-ce que la situation est toujours pareille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Et s'il a changé, est-ce que tu l'as modifié à temps? Si tu l'as pas modifié, il faut que tu ailles le faire. Il y a souvent un temps réduit pour aller le faire. Aller faire cette modification, que ce soit au niveau des personnes impliquées, au niveau de ton fonctionnement, au niveau du droit de vote, de droit de décision, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça te donne quand même une lourdeur administrative où tu dois en même temps gérer ton entreprise, en même temps aussi, tu dois devoir faire ces rapports-là. D'où le coût qu'il y a à gérer une incorporation quand même, parce que tu dois travailler avec des avocats, tu travailles avec des comptables qui doivent établir ces rapports-là pour toi. Et puis, parce que tes états financiers
à la fin de l'année doivent être quand même faites d'une certaine façon. Et donc, ça te fait payer des comptables et parfois, dépendamment du niveau de revenus que tu produis, il faut que tu aies un comptable agréé, peut-être qui peut faire des états financiers vérifiés euh, et avoir peut-être des auditeurs aussi, ainsi de suite. Donc, ça ajoute quand même une lourdeur administrative. Mais il faut quand même comprendre que j'aime souvent mettre quand même un bémol là-dedans, que la lourdeur administrative est quand même quand il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la corporation, quand tu as par exemple des partenaires, des investisseurs, et donc il y a d'autres, beaucoup de choses. Et puis aussi la complexité de l'entreprise et le niveau jusqu'où tu es en train de produire des revenus, la grandeur de ton entreprise. Mais honnêtement, si c'est vraiment que c'est toujours toi là, ou bien vous êtes juste à deux, peut-être toi et ton conjoint, et que c'est juste pour vous protéger fiscalement que vous avez décidé d'incorporer, vous générez des revenus de moins de 250 000 par année. Honnêtement, votre comptable peut vraiment vous accompagner. La lourdeur administrative n'est pas tant que ça. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Là, c'est pas comme si vous allez créer des rapports et des rapports et des rapports. Votre comptable peut vous accompagner tout au long de l'année. Il peut mettre un système de saisie de données qui vous permettent de pouvoir faire votre tenue de livre de façon à faciliter tout ça là. Et puis à la fin de l'année, quand il fait votre déclaration d'impôt, il fait aussi l'autre aspect qui est d'aller juste faire ce rapport qui est pas souvent plusieurs pages s'il n'y a pas grand-chose à devoir dire. Et donc, c'est un peu, comme j'ai dit, d'autres inconvénients ou d'autres avantages peuvent s'ajouter, certainement, dépendamment de la situation de chaque individu, dépendamment de ce que vous êtes en train de faire et du type d'entreprise et quel produit, service vous êtes en train de vendre. Est-ce que c'est juste au niveau local ou c'est au niveau régional, provincial, national ou international? Donc, en fonction de la complexité de votre entreprise, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, d'autres choses peuvent s'ajouter et on est là, pardon, si vous avez des questions particulières ou bien il y a des questions qui se présentent où on peut vous accompagner, c'est là où l'accompagnement individuel intervient pour entrer un petit peu plus en détail ou dans des cas particuliers en fonction de vos business. La dernière mention que je voulais faire avant de finir, c'est la mention spéciale de l'avantage de l'incorporation au niveau fédéral aussi, qui est souvent très important. Ces avantages-là, c'est important à devoir avoir ça quand même en esprit. C'est que quand vous incorporez au niveau fédéral, ce que ça vous donne quand même, c'est le droit de pouvoir exercer partout au Canada. Vous pouvez être ici, ça facilite que vous pouvez être ici, même en Ontario, et vous décidez que, en fait, votre siège social est au Nouveau-Brunswick, alors que vous vivez en Ontario. Vous êtes libre, hein, du moment que vous décidez de domicilier votre entreprise et vous y avez droit. Donc, ça vous permet quand même de pouvoir exercer partout au Canada. Ce qui est un avantage très important, comme je mentionne là, qui est en cas de déménagement, par exemple. Il peut arriver qu'au milieu de l'année ou bien de façon imprévue, votre situation change. Et que maintenant, vous devez vous déplacer et puis aller à une autre province. Là, vous n'allez pas devoir dissoudre votre entreprise, réincorporer votre entreprise. Ce que vous avez juste à faire, c'est juste changer d'adresse. Et vous pouvez, dès que vous arrivez, vous pouvez relancer votre entreprise pareil dans l'autre province. Il y a souvent quand même cet avantage qui est non négligeable et qu'il faut considérer dans ces cas-là. Et vous avez aussi plusieurs services d'appui en ligne partout au Canada qui peuvent vous permettre de cheminer quand vous incorporez au niveau fédéral. Ça vous donne accès, comme je dis, Corporation Canada vous donne accès à beaucoup de services. Le ministère de l'Innovation, qui est l'anciennement le ministère de l'Industrie, vous donne quand même aussi beaucoup d'informations en ligne que vous pouvez avoir. Mais c'est vraiment aussi un avantage considérable qu'il faut avoir. Et ça qui fait que parfois, au départ, si vous avez de l'argent et que vous pouvez payer
l'incorporation, il y a quand même nettement plus d'avantages à être incorporé que d'être simplement enregistré. Mais comme je dis, en fonction de la situation de votre entreprise, si vous ne voulez pas vous casser trop la tête et que vous, votre situation, vous n'allez pas déménager, votre service est vraiment local, vous n'avez rien à voir avec rien d'autre, il n'y a que vous et peut-être juste vous et votre conjoint, et vous savez directement, c'est les mêmes clients à qui vous offrez le service. Donc, simplifiez-vous la vie, enregistrez tout simplement. Et vous savez que c'est parce qu'il y a certains services où quelqu'un, par exemple, a une firme d'architecture et puis travaille avec 4 clients dans l'année et c'est les mêmes clients. Tu sais c'est quoi ton revenu, tu sais comment tu les gères, ainsi ton revenu va peut-être pas dépasser 350 000 par année. Et donc, pourquoi se casser la tête avec les incorporations et puis tu simplifies tout simplement ta structure et puis tu fais juste l'enregistrement et puis tu fonctionnes avec. Alors, la question, si vous êtes incorporé et payé à 75 000, si une partie de votre salaire est consacrée aux activités à but non lucratif, comment cela se gère avec les impôts? Oh, OK. OK, ça c'est une bonne question. Ben, premièrement, tu peux pas avoir une entreprise qui est incorporée à but lucratif et que tes activités sont à but non lucratif. Parce que ta question est un petit peu à deux aspects. Parce que là, ça devient un peu une question individuelle. Ou si c'est que c'est toi qui es en train de percevoir 75 000 $ de salaire à l'intérieur et que maintenant, au moment où tu fais ta déclaration d'impôt personnel, tu dois parler des autres actifs. Mais si c'est ton entreprise qui fait un revenu de 75 000 $ par année et que tes activités sont à but non lucratif, je pense pas que au niveau des impôts, parce qu'au niveau des impôts, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on considère seulement juste les dépenses versus revenus. Ce qu'on va voir, c'est les 75 000 $, tu les as dépensés dans quoi? Et qu'est-ce que tu as dépensé dans quoi? Et les reçus dans quoi tu as dépensé, ça qui compte. Les activités à but non lucratif, ça c'est tes activités à toi, mais si c'est pas des dépenses, ça ne change rien du tout au niveau de la déclaration d'impôt. Dans la déclaration d'impôt, ce qui compte, c'est où tu as dépensé cet argent que tu as reçu comme revenu. Donc, si tu as généré 75 000 $ de revenus, on va voir dans quoi tu as dépensé et c'est quelque chose que tu règles avec ton comptable. Le comptable, lui, va savoir où placer quelles dépenses et où déclarer quelle activité. C'est la meilleure réponse que je peux donner parce que c'est une question qui est un petit peu complexe. Je pourrais aussi répondre à cette question-là parce que ça a plusieurs volets de savoir pourquoi tu as des activités à but non lucratif si tu es une compagnie. Si tu es une compagnie, parce qu'une compagnie veut dire commercial, donc ça veut dire à but lucratif. Donc, pourquoi tes activités seraient à but non lucratif? Mais si c'est tes activités, si les dépenses sont les dépenses de la compagnie, c'est les dépenses de la compagnie. Parce que ce qu'on regarde juste, c'est dans quoi tu as dépensé, dans quoi tu as dépensé, où tu as eu des revenus. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, c'est possible. C'est là où j'allais en venir. Pour finir, qui est, vous pouvez bien sûr me rejoindre à tout moment au 905 366 1017. Et donc, on a dépassé un petit peu, mais c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, le reste des questions, c'est souvent du cas par cas. Et je suis à votre disposition. Toute l'équipe est là pour pouvoir vous accompagner pour toute question que vous avez. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment au 905 366 1017 pour toute question que vous avez par rapport à vos projets d'entreprise. Sinon, je vous souhaite bon succès dans vos projets et n'hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur la page Facebook Connecture Canada et comme ça vous êtes au courant de toutes les autres choses qu'on fait. À bientôt.